Alors, le thread horrure. Putain, et je suis débile, je suis en train de chercher, genre... Ah mais j'arrive pas à parler. Oh, ça va être compliqué aujourd'hui si j'arrive pas à parler. Non mais tu te rends pas compte, il arrive pas à parler, mais je vais faire comment moi? Je suis terrifiant parfois. C'est quoi que je dois chercher de nouveau? Eh mais j'ai un trou de mémoire, genre je fais ce métier depuis 3 ans, je ne sais pas où chercher dans mon téléphone pour mon script. Les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette light me fait mal aux yeux. Aujourd'hui on se retrouve dans un set thread d'horreur à l'ancienne. C'est un format qui est apparu sur la chaîne le mois passé. Il vous a énormément plu et du coup voici l'épisode 2. Je suis fatigué, j'ai pas bien dormi, j'ai faim, j'ai chaud, il fait hyper chaud. Et surtout il fait humide, dehors il pleut. Tant de bonnes raisons pour ne pas travailler finalement. Et maintenant que je me suis plaint, voici votre petit contenu, cette histoire d'horreur. Ah j'ai le nez bouché aussi donc je vais parler du nez. Eh bonjour, salut, c'est le nez, je parle. Oh là là, ouais, c'est bon allez. Je me suis saoulé moi-même. Et sans plus attendre, je sais pas si je vous ai demandé si ça allait aujourd'hui. Comment ils vont? Ça au moins c'est fait, même si je m'en fous de la réponse totalement. Les amis, on va directement passer au premier thread d'horreur, qui est le cidre horreur de pomme de Thibaut. Comme je l'ai dit, notre histoire commence avec Thibaut. Il a 20 ans quand il écrit le post et il va nous expliquer comment son babysitting s'est transformé en un véritable cauchemar. Il nous dit que l'histoire elle s'est déroulée en été dans sa petite commune bretonne. Tout a commencé l'été 2021 quand il était étudiant. Il nous dit qu'il devait chercher un job saisonnier pour financer ses études et du coup il va faire plusieurs boulots comme par exemple serveur, ouvrier, agent de propreté. Sauf que Thibaut il s'est rapidement lassé de tous ces petits boulots. Au final il va finir par trouver un compromis entre les vacances et le travail qui est le babysitting. Il nous dit qu'il faisait du babysitting pour quasiment toutes les occasions, que ce soit une soirée, des mariages, une fin de semaine ou des parents qui voulaient un petit dîner en amoureux tranquille. Et fin juillet 2021, son agence lui propose de garder pas très loin de chez lui un enfant pendant 2 semaines. Du coup jusqu'à la fin du mois d'août. Je sais pas vous mais moi en tant que parent je ne pourrais pas laisser mon enfant 2 semaines. Je suis pas parent par contre, je précise, je suis pas papa. Est-ce que ça vous a aidé? Non pas du tout, voilà moi non plus, c'est juste que j'avais besoin de le dire. Dites-moi dans les commentaires ceux qui sont pareils que moi. On est trop pareils les copains. Il nous dit qu'avec son agence c'est un protocole à respecter qui est d'aller voir la famille avant de faire le babysitting. Et du coup Thibaut il se rend sur place, il va les rencontrer, il va discuter avec eux, il va leur poser quelques questions et aussi histoire de les rassurer parce qu'ils vont quand même partir pendant 2 semaines. Il nous dit qu'en arrivant là-bas il va faire la rencontre de Noé qui était un petit garçon de 2 ans ainsi que du chien de la famille qui s'appelait Scooby. La mère de Noé nous explique aussi qu'elle a acheté le chien Scooby afin de se rassurer elle-même et de protéger son fils au cas où il y a un problème. Et d'ailleurs Thibaut il nous dit qu'il a un petit rictus quand il entend ça parce qu'en fait le chien il est minuscule, genre il arrive même pas au mollet. Il nous dit aussi que la mère elle a l'air très rassurée et elle lui dit même qu'il lui sauve la vie parce qu'elle va bientôt reprendre le travail et que le beau-père de Noé est marin pêcheur et comme elle pouvait pas amener son enfant avec, elle va finalement pouvoir partir voir son beau-père pendant quelques jours. Thibaut nous dit que les 2 premiers jours, tout se passe super bien. Chaque matin, ils vont se promener avec Noé en poussette ainsi qu'avec le chien dans les bois et petit détail très important, ils passent tout le temps par la porte arrière du garage qu'il laisse du coup toujours ouverte par simplicité. Il nous dit que les choses ont commencé à devenir étranges à partir de mercredi. C'est donc le 3e jour de garde et là le matin, il nous dit qu'ils sont partis en balade pendant presque 2 heures, sauf qu'en rentrant à la maison, il a tout de suite eu une impression de tension en rentrant. Et il nous dit que même s'il connaissait pas très bien la maison, il a quand même remarqué des choses un peu étranges, comme par exemple le fait que son chargeur, qui était censé être branché, était débranché et maintenant posé sur la table. Ou alors que la porte de la salle de bain était complètement ouverte, alors que quand il est parti, il l'avait fermée. Bien sûr, il va rien dire à la mère de Noé pour ne pas l'inquiéter, et surtout parce qu'il trouve ça un petit peu débile. Lui, il y croit pas trop, il se dit que voilà, c'est juste un petit peu d'inadvertance. Sauf que le lendemain matin, en rentrant de la balade, la barrière des escaliers est ouverte, alors que comme d'habitude, celle-ci est normalement fermée étant donné que Noé est très petit et qu'il faudrait pas qu'il passe. D'ailleurs, il nous dit que la télécommande a changé de place et aussi qu'il se rappelle d'une odeur un petit peu bizarre, comme une odeur de parfum qui n'était pas là avant. Du coup, Thibaut il commence à avoir un petit peu peur et il se dit que si ça se trouve dans cette maison, il y a quelqu'un d'autre avec lui. Il commence à fouiller les pièces, à regarder dans les placards et finalement il se rend compte qu'il est vraiment bien tout seul et que c'est juste son imagination qui doit lui jouer des tours. Le soir même, il décide quand même de demander à la mère de Noé s'il y a quelqu'un qui normalement devait passer durant la journée pour par exemple faire le ménage, parce qu'il lui dit qu'il a l'impression qu'il y a des choses qui changent de place ou qu'il y a des portes qui sont ouvertes alors qu'il les avait fermées et du coup il veut savoir si on lui a juste pas expliqué que quelqu'un venait effectivement quand il n'était pas là pour nettoyer ou pour ranger la maison. Sauf que sa mère à l'autre bout du fil commence à devenir un petit peu inquiète et stressée puisqu'elle lui répond non, il y a personne qui est censé venir,
mais prenez des photos avant la prochaine balade et ensuite vous en prenez après. S'il y a une différence entre les deux, vous m'appelez directement. Thibaut il nous dit qu'il trouve sa réponse assez bizarre et que ça le rassure pas du tout, mais il essaie quand même de lui dire que pour l'instant il n'y a eu aucun problème et que à part ça, il y a rien qui craint. Au final, le vendredi, rien ne se passe d'étrange, les photos sont pareilles avant et après la balade et il nous dit que le week-end arrive et pendant la fin de semaine, c'est pas lui qui garde Noé, donc il nous dit qu'il revient lundi. Comme à leur habitude, ils vont repartir en balade vers les coups de 10h, sauf que là il y a une grosse pluie et un orage qui n'était pas prévu et forcément ça va écourter un petit peu la balade. Et étant donné que Noé va en plus s'endormir dans la poussette, il va décider de rentrer beaucoup plus tôt que d'habitude. Le problème c'est qu'en arrivant devant le garage, Scooby, le chien de la famille, il tire sur la laisse dans le sens opposé du garage. En fait, il ne veut absolument pas rentrer. Du coup, Thibaut, il recommence à stresser et directement, il se dit que le chien, il a senti quelque chose que lui n'a pas vu ou pas ressenti. Il décide donc de laisser Noé devant la porte du garage dans sa poussette avec le chien et lui, il va rentrer à la maison pour aller chercher une serviette pour éviter que les pattes du chien salissent toute la maison. Sauf que quand il rentre à l'intérieur, encore une fois, il a cette impression de tension et de pas être seul. Sauf que là, il y a un élément qu'il n'y avait pas au début, c'est que quand il rentre, il voit que sur la table à manger, il y a un sac. Sauf que ce sac, il n'était pas là avant qu'il parte et surtout, il n'est pas à lui. Immédiatement, Thibaut commence à stresser et surtout, il se dit qu'il est pas fou. Durant toute la semaine dernière, il a bien ressenti qu'il y avait quelqu'un qui était avec lui dans cette maison. De plus, il entend du bruit à l'étage dans la chambre des parents et là, il commence vraiment à ressentir de la peur, de l'angoisse, mais surtout, du courage. En effet, il se dit qu'il a la garde de l'enfant et que c'est la seule personne qui est capable de le protéger, donc s'il y a un problème, c'est quand même à lui d'aller voir. Du coup, il prend son courage à deux mains et il va monter les escaliers. Il arrive devant la porte de la chambre et il entend des bruits de pas. Donc il sait qu'il y a quelqu'un à l'intérieur et il entend aussi des affaires bouger, comme si quelqu'un était assez stressé et était en train de défaire des vêtements. Et là, il nous dit qu'il sait pas pourquoi, mais il a décidé de pousser la porte et de voir qui c'était. Bien sûr, en ouvrant la porte, il pensait que c'était sa mère, sauf que là, il voit un mec grand, assez musclé, devant lui, qui s'arrête immédiatement de bouger et qui le regarde dans les yeux sans rien dire. Thibaut nous dit que cette rencontre, elle a duré pour lui une éternité, et surtout, il se dit, ok, le mec est beaucoup plus grand, beaucoup plus fort et beaucoup plus vieux que moi, donc s'il veut me faire du mal, je suis dans la merde. Et pourtant, à son grand étonnement, l'homme va briser le silence assez gênant et tendu et va lui dire: Hey, salut, est-ce que c'est toi le nouveau babysitter? Je suis le père de Noé. Et là, Thibaut, il est soulagé. Il va se présenter à son tour, il va lui dire que lui, effectivement, c'est le babysitter, qu'il est censé finir la semaine pour garder Noé, et qu'il était parti en balade, mais qu'il a dû rentrer plus tôt à cause de la météo. Du coup, naturellement, son père va lui demander où est Noé, est-ce qu'il est habillé, est-ce qu'il peut le voir, et forcément, Thibaut, il y voit pas d'inconvénient étant donné que c'est son père, et que c'est des questions plus ou moins normales. Mais il nous dit néanmoins que dans ce mélange d'émotions, il va dire deux choses très importante. La première, c'est que Noé est dans le garage et il dort dans sa poussette et il nous dit qu'il se sent un petit peu débile parce que si c'était pas vraiment le père de Noé, il vient juste de dire où était le petit. Et la deuxième chose qu'il va dire, c'est d'ailleurs, est-ce que vous savez où sont les serviettes pour Milou? Milou, c'est le nom de son chien. Sauf que dans la précipitation et dans le stress, il s'est trompé et au lieu de l'appeler Scooby, il l'a appelé Milou. Sauf que ce que l'homme va lui répondre, ça lui a glacé le sang. Puisqu'il lui dit, les serviettes de Milou sont dans la salle de bain, je crois. Le problème, c'est que le chien ne s'appelle pas du tout Milou et qu'il ne l'a absolument pas repris. Un petit peu comme s'il ne connaissait pas le nom du chien. Thibaut, il nous dit qu'il garde un sourire gêné et qu'il part dans la salle de bain. Il envoie directement un message à sa mère pour lui dire qu'il y a un homme dans la maison. Sauf qu'il y a plein d'incohérences et qu'il se sent pas forcément en sécurité avec lui. Il descend ensuite les escaliers avec une serviette, il fait croire que tout va bien et il entend que l'homme à l'étage commence à s'agiter. Puis il descend et il lui dit: bah étant donné que je suis là, vous pouvez partir, ça vous fera une après-midi de libre. Thibaut lui il se sent pas de laisser Noé tout seul avec lui, donc il lui invente un mytho et lui dit qu'il peut pas le laisser parce qu'il est obligé de faire ses heures, c'est dans le contrat et à cause de l'assurance ça va pas marcher machin. Il lui invente un gros mytho quoi. Sauf que l'homme ne se laisse pas démonter et il insiste en lui disant non tu peux partir, y a pas de problème. Du coup Thibaut il est en train de réfléchir à une manière de rester sans forcément arriver dans un conflit et en passant dans la cuisine il va tomber sur une photo de famille accrochée sur le frigo avec Noé, sa mère et un homme qui ne ressemble pas du tout à celui qui est actuellement dans la maison. Il décide quand même d'écouter son instinct, il va silencieusement aller jusqu'au garage, il va prendre Noé dans ses bras avec Scooby et il va les amener dans sa propre voiture. Et là il décide de faire un truc fou, il allume le moteur et il se barre avec Noé et le chien. Sauf que quelques minutes plus tard, il reçoit un appel et c'est la mère de Noé qui lui dit que la police est à la maison et qu'il faut absolument qu'il rentre. Bien sûr, celle-ci est en pleurs de retrouver son fils sain et sauf et la police l'interroge mais ne peut pas forcément lui donner de réponse. Sa garde s'arrête pour toute la semaine car la mère a pris des congés pour être avec son fils et c'est seulement la semaine d'après que la mère de Noé va finalement lui passer un appel pour lui expliquer ce qui s'est
réellement passé. L'homme qui était arrêté à son domicile, c'est effectivement le père de Noé, avec qui sa mère était mariée avant de divorcer et de rencontrer du coup son beau-père qui est marin-pêcheur. Sauf que ce père a perdu la garde de Noé parce qu'il a été extrêmement violent et qu'il était très souvent sous l'emprise de la drogue. Il a aussi avoué s'être introduit à plusieurs reprises dans son ancienne maison, donc là où vit Noé avec sa mère et son beau-père, et il a très souvent cherché des souvenirs avec son ex-femme et avec Noé dans l'espoir de les ramener chez lui. Ça explique donc les odeurs de parfum et les choses qui bougeaient. En fait, c'est juste son père qui rentrait dans la maison pour littéralement voler des trucs. Du coup, il a avoué qu'il s'introduisait par la porte arrière parce qu'il savait qu'elle était jamais fermée, et la raison pour laquelle il connaissait pas le nom du chien, c'est parce que celui-ci a été adopté juste après la séparation des parents afin de protéger Noé de son père qui voulait lui faire du mal. Il nous dit qu'un détail qui est assez glauque, c'est que plus tard on va retrouver un sac qui était posé au pied du lit et que dans ce sac il y avait plein d'affaires à Noé qui n'avaient pas été préparées par sa mère à l'avance et donc que son père avait préparé quand ils étaient en balade. Ce qui veut dire que si Thibaut n'était pas parti avec Noé en voiture et avait fait confiance à son père, celui-ci l'aurait très probablement kidnappé. Du moins c'est la théorie qui a été donnée par la police. Il nous dit aussi que c'est une histoire qui l'a extrêmement traumatisé et qu'après ça il a gardé seulement une fois des enfants, c'était lors d'un mariage, et que ça s'est très bien passé, mais qu'il ne le refera plus jamais, ce qui est tout à fait compréhensible. Et les amis, on va du coup passer au deuxième thread. La deuxième histoire se déroule un mardi soir vers les environs de 23h en 2013. Et elle nous est racontée par Léo. Léo nous dit qu'il rentrait une nuit du travail dans une rue qui était assez mal éclairée et il nous dit que malheureusement sa voiture elle était au garage, donc il devait rentrer à pied. Mais que pour rentrer jusqu'à chez lui il y avait quasiment 6 km. Donc c'est beaucoup à marcher, surtout en pleine nuit. Il nous dit que néanmoins il arrive quand même à faire la marche en 1 heure et donc il arrivait souvent à la maison avant minuit et qu'il vivait dans une petite ville au sud de l'Indiana et que donc après 10 heures il y avait rarement des voitures sur la route. Il nous dit que les seules personnes qu'on voit rouler à ces heures-là, c'est très souvent des camionneurs qui se dirigent vers Indianapolis. Et il nous dit que 1 km après avoir commencé sa marche pour rentrer chez lui, il arrive sur un chemin de terre. Sa maison, elle est assez isolée et que pour l'atteindre, il est obligé de passer à travers une forêt et plein de chemins de terre assez chiants où tu peux pas forcément t'y rendre en voiture. Et alors qu'il prend un virage à un moment donné, il entend le bruit d'un moteur au loin qui se rapproche assez lentement de sa position. Il nous dit que la voiture a l'air d'être à environ 500 mètres de lui et que celle-ci se trouvait sur un tronçon de route qui était à côté de la forêt. Et effectivement, il va remarquer une camionnette qui se déplaçait assez lentement et surtout avec les phares éteints. En pleine nuit. Au début, il nous dit que ça lui a pas semblé spécialement bizarre, tout simplement parce que dans la ville dans laquelle il habite, il y a énormément de concessionnaires auto et surtout c'est des garages pas chers. Donc en gros, toutes les voitures qu'ils vendent, c'est des occasions et souvent c'est pas en très bonne condition. Du coup, il y a plein de voitures qui ont des pièces cassées, comme par exemple des phares qui fonctionnent pas. Donc du coup, pour lui, là pour l'instant, il y a rien à signaler. Il a continué à marcher dans la forêt en parallèle de cette route et il nous dit que cette camionnette continue à le suivre à la même allure que lui. Et du coup, en fait, lui, il est dans la forêt et elle est sur la route et les deux, en fait, ils avancent de manière parallèle. Il nous dit que quelques secondes après avoir remarqué que la voiture le suivait encore, il a sursauté à cause d'un bruit de moteur. En fait, c'était la camionnette qui venait d'accélérer d'un coup et de faire un énorme bruit. Et là, il remarque un autre truc, c'est que la camionnette allume ses phares, donc que ses phares ne sont pas cassés. Immédiatement, il est surpris, mais il n'est pas spécialement inquiet. Encore une fois, c'est quelqu'un qui a un comportement bizarre, mais c'est quelque chose qu'il voit assez régulièrement, donc lui, ça l'inquiète pas plus que ça. Sauf qu'il remarque qu'à quelques mètres d'un virage devant lui, la camionnette, elle ralentit et elle éteint encore une fois ses phares. Et là, il nous dit qu'il est officiellement en flip. Il commence à y avoir trop d'incohérences et un comportement trop bizarre pour que ce soit juste du hasard. Sauf que lui, il a pas envie d'avoir l'air effrayé ou surpris, du coup, il marche un petit peu plus vite, mais il continue à garder la confiance et à faire comme s'il n'avait pas vu la camionnette. Néanmoins, il a quand même jeté des petits coups d'œil discrets histoire de savoir ce que la camionnette fait, parce que je vous rappelle que le mec est quand même tout seul dans une forêt à minuit, et à son grand désarroi, la camionnette qui était devant lui s'arrête, tourne et entre sur le chemin de terre, dans la forêt. En gros, le chemin sur lequel notre ami était. Et là, il y a un deuxième truc qui va l'effrayer, c'est qu'en s'avançant, il arrive près de la camionnette, il remarque que les portes passagers et conducteurs sont ouvertes. Il a même pas envie de comprendre ce qui se passe, il va directement sur un autre chemin et il court comme il a jamais couru jusqu'à chez lui. Très rapidement pendant sa course, il va entendre un coup de feu. Et surtout, il entend que le coup de feu, il est vraiment pas loin. À ce moment-là, il se dit ok, c'est fini, il va se faire tuer, il va se faire tirer dessus et il prend très rapidement un autre virage histoire de s'éloigner de là où il a entendu les coups de feu et là, il essaie même plus de rentrer chez lui. Il se jette par terre et il va se cacher derrière un rocher. À ce moment-là, il entend des bruits de pas s'approcher. Lui, il est en flip total, il a la main sur la bouche, il essaie juste de pas être visible derrière son rocher et il nous dit qu'il entend un homme d'âge moyen dire à quelqu'un d'autre « Je crois qu'il est allé
dans les bois. Sauf que là, à sa grande horreur, il se rend compte qu'il y a 3 filles avec cet homme et que l'une d'entre elles lui répond « D'accord monsieur, je vais voir si on peut le trouver ». À ce moment-là, il nous dit qu'il a vraiment très peur pour sa vie et surtout que les personnes sont bel et bien là pour le trouver. Et là, il entend un autre truc qui est terrifiant. Il entend « Celui qui le trouvera n'aura pas à boire son sang ce soir ». Encore une fois, Léo nous dit qu'il a 1 million de pensées qui lui traversent l'esprit et il se dit directement « Ok, je suis en train de me faire traquer par un groupe satanique ». Je reprécise que l'histoire se passe aux États-Unis, donc c'est déjà beaucoup plus probable qu'en France. Après ce qui lui semble être une éternité derrière ce rocher, il va commencer à jeter des petits coups d'œil et à son grand soulagement, il entend des sirènes. Il déduit directement que c'est des sirènes de police qui sont en proximité, mais il va quand même rester derrière cette roche cachée pendant plusieurs minutes avant d'avoir le courage de se lever, de regarder autour de lui et de courir vers les lumières rouges et bleues de la police qu'il voyait à l'extérieur de la forêt. En arrivant devant les voitures de police, il crie à l'aide, il fait des mouvements pour essayer de leur montrer sa position et directement les policiers ils l'attrapent et lui demandent « Monsieur, est-ce que vous êtes au courant du corps ?» Encore une fois, Léo il est assez confus et il demande de quoi vous parlez et finalement en regardant par terre, il voit que devant la voiture de police, il y a quelque chose qui est par terre. Et ce qui est par terre, c'est une femme totalement dévêtue, éventrée et avec du sang partout sur les feuilles. Il commence à comprendre ce qui est vraiment en train de se passer et il explique à la police qu'effectivement il vient de se faire courser par un homme et 3 filles, qu'ils ont parlé de boire du sang, qu'ils ont essayé de l'attraper, qu'il a entendu des coups de feu, qu'il a dû se cacher et après lui avoir posé quelques questions, la police le ramène chez lui. Il nous dit que ce soir-là, il est chez lui et il n'arrive pas à dormir. Il est tellement stressé et horrifié par ce qu'il vient de voir qu'il décide de prendre l'air et d'ouvrir sa fenêtre. Et là, devant sa rue, les phares éteints, il y a la camionnette blanche. Il nous dit qu'il est quasiment sûr que c'est la même camionnette qui l'a poursuivi et cette fois-ci il se dit qu'il est chez lui, il est quand même en sécurité donc il va prendre une feuille de papier et il va noter la plaque d'immatriculation. Il a immédiatement appelé la police pour leur dire que la camionnette était devant chez lui et il a donné le numéro de la plaque. Évidemment vous vous en doutez mais en arrivant la camionnette avait disparu mais les policiers ont néanmoins fait des recherches à propos de cette plaque d'immatriculation et ce qui va apprendre le jour suivant va le terrifier. Les policiers l'ont appelé, ils lui ont expliqué que c'était assez étrange parce que la camionnette était immatriculée dans le Dakota du Sud, donc pas du tout dans la même zone géographique. Et figurez-vous que cette camionnette est immatriculée partout. En fait, ils ont retrouvé l'immatriculation dans le Nevada, en Alaska, au Texas, et ils lui ont dit que c'était très probablement une plaque qui était mise sur plusieurs voitures différentes, histoire de pas se faire choper. Il nous dit que pour lui, il est quasiment sûr d'avoir été poursuivi par une secte, et que la personne qui a été retrouvée éventrée dans cette forêt a été tuée par ces mêmes personnes qui l'ont poursuivi. Comme vous le savez, aux États-Unis, il y a énormément d'histoires de sectes et de meurtres. D'ailleurs, faut savoir que 70% des tueurs en série viennent des États-Unis. Vraiment là-bas, ils les produisent mais comme des pancakes. Et je pense qu'il est vraiment passé à 2 doigts d'une mort horrible. Et les amis, c'est sur cette histoire que j'ai vraiment aimé qu'on va passer au 3e thread d'horreur. Ça fait déjà 1 heure que je tourne, j'ai à peine fait 2 histoires, j'en ai 7 à faire. Par exemple. Cette 3e histoire, les amis, nous est racontée par Justin. Il nous dit que tout s'est déroulé quand il avait 10 ans et qu'à ce moment-là, il avait emménagé dans une nouvelle maison dans une autre ville. Malheureusement, il va devoir rentrer dans une nouvelle école, ce qui veut dire se faire de nouveaux amis, chose qui est toujours très difficile. Au début, il nous dit que c'était un petit peu gênant parce que tous les enfants, ils se connaissaient et que lui, il arrivait vraiment de nulle part. Il nous dit aussi que dans son école primaire, il était obligé de s'asseoir avec des enfants de sa classe pendant le déjeuner. Et du coup, il nous dit que son premier jour à l'école, il était extrêmement gênant. Surtout qu'à cet âge-là, vous le savez sûrement, mais les enfants sont extrêmement critiques, vous êtes très rapidement jugé ou moqué et vous avez souvent l'étiquette du petit nouveau, ce qui a rendu l'expérience encore plus difficile pour lui et il a vraiment eu du mal à se faire de nouveaux amis. Néanmoins, dans son quartier, il va rencontrer quelques enfants et parmi eux, il y en a un qu'il aime bien qui s'appelle Dan. Plus tard, Dan va lui faire rencontrer un autre gamin qui habite dans la même rue qui s'appelle Alex. Et un jour, ce fameux Alex va sonner à la porte et demander à ses parents s'il peut jouer avec lui. Justin nous dit qu'il est un petit peu confus parce qu'il n'était pas du tout proche d'Alex, il était beaucoup plus proche de Dan et du coup quand ses parents l'ont appelé pour le faire venir à la porte, il a trouvé la démarche assez bizarre. Alex lui explique qu'il habite à quelques pâtés de maison et lui demande s'il aime bien les jeux vidéo. Justin lui répond que oui et du coup il l'invite à jouer à GTA San Andreas. Justin nous dit que ce jeu-là il l'avait pas et qu'apparemment il en a entendu des trucs de dingue donc forcément il dit oui tout de suite et il fonce chez Alex. Et quand il arrive, il nous dit directement que ça le choque
mais sa maison, elle est vraiment pas belle. Il nous dit qu'elle avait la même taille que la plupart des maisons, sauf qu'elle avait l'air complètement délabrée. Il nous dit que devant, il n'y avait pas du tout d'herbe, que la cour, c'était juste 2 grandes parcelles de terrain sans rien dessus, et en rentrant dans la maison, il nous a dit que c'était à l'instar de l'extérieur. Il nous dit que l'intérieur était vraiment très vieux, mal entretenu, qu'il y avait du bordel partout, et Alex va l'emmener au sous-sol où il y a la console pour jouer, et il nous dit qu'en descendant, il voit qu'il y a genre une quinzaine de chats qui vivent en bas, et vraiment il nous dit que c'est une porcherie. Tout est sale, tout est en bordel et il sait même pas où foutre les pieds. Finalement, ils vont s'asseoir sur un canapé, ils vont commencer à jouer et il nous dit que malgré tout, il s'est vraiment éclaté. Finalement, Justin, il lui dit que l'heure commence à se faire tard, qu'il peut rentrer chez lui. Et Alex est naturellement très déçu, mais Justin lui explique que ça fait déjà 2 heures qu'ils jouent ensemble et que là, il est vraiment obligé de rentrer chez lui. Du coup, Alex l'a accompagné jusqu'à mi-chemin et Justin lui a fait comprendre d'une manière amicale que c'était le moment de le laisser tranquille et qu'il allait rentrer chez lui. Et il nous dit que ça a été un des premiers signes avant-coureurs qu'Alex était un petit peu farfelu. Mais pour l'instant, rien d'inquiétant. Le lendemain matin, Alex a de nouveau sonné à la porte de Justin et a demandé à ses parents s'ils pouvaient venir pour jouer avec lui. Cette fois-ci, ils ont joué à la GameCube dans sa chambre pendant environ 1 heure et Justin il nous dit qu'il avait pas envie forcément d'être méchant avec lui ou de le critiquer, mais il commençait à plus vraiment aimer son copain Alex. Il avait l'impression qu'il était de plus en plus bizarre et surtout il le mettait mal à l'aise. Il avait des façons de se rapprocher physiquement de lui qu'il aimait pas du tout. Le lendemain matin, après que Justin rentre de l'école, il entend encore une fois sonner chez lui et c'est Alex qui est devant sa porte. Sauf que ce jour-là, Justin, il est pas d'humeur et il dit à sa mère de lui dire de se barrer et d'inventer une excuse. Il décide de prendre son vélo et de se rendre à la maison de Dan pour jouer avec lui, sauf que grosse erreur, puisque en passant dans ce fameux pâté de maison, il passe devant la maison d'Alex. Et Alex, lui, quand il les a vus passer, il est directement sorti de chez lui, parce qu'en fait, il les attendait à la fenêtre. Il nous dit que c'était assez gênant parce que sa mère venait de lui dire qu'il était malade il y a genre 2 minutes. Après, qu'est-ce qu'il est con aussi de passer devant. Et là, Dan va expliquer à Justin que toute la famille d'Alex a la réputation d'être un petit peu folle. Le week-end suivant, Alex est revenu sonner à sa porte. Encore une fois, il a dit d'inventer une excuse à sa mère et de dire qu'il est pas à la maison pour qu'Alex lui foute la paix. Sauf que tard dans la nuit, Justin se réveille et il sait pas pourquoi, mais il a un petit peu froid. Il regarde alors sa fenêtre et il voit que celle-ci est ouverte. À ce moment-là, on n'est pas encore en été, il fait assez frais durant la nuit, donc forcément ça souffle froid, et il comprend pas pourquoi cette fenêtre est ouverte étant donné qu'il l'avait fermée avant d'aller au lit. Et à un moment donné, il sent une espèce de piqûre sur les pieds, comme si quelqu'un était en train de les pincer ou de les mordiller. Et là, il regarde au pied de son lit et il voit Alex. Celui-ci lui dit « Chut ». Et Justin directement il lui dit non, qu'est-ce que tu fais chez moi, t'es dans ma chambre en pleine nuit, qu'est-ce qui se passe? Et Alex il lui explique que ses parents étaient en train de se disputer et qu'ils voulaient dormir avec lui. Il lui dit aussi qu'il a dû forcer sa fenêtre et qu'il a réussi à rentrer et qu'il le regarde dormir depuis avant. Justin lui il est sous le choc, il comprend pas ce qui s'est passé, il lui dit directement de sortir. Alex le supplie mais il lui dit non, tu sors de chez moi, c'est trop bizarre. Bien sûr derrière lui il va fermer sa fenêtre et une fois que c'était verrouillé, il va aller voir ses parents et il va leur expliquer toute l'histoire. Heureusement pour une fois dans un thread d'horreur, ses parents le croient et le lendemain matin, ils vont tous les deux se rendre chez les parents d'Alex histoire d'avoir une petite discussion et de comprendre comment leur fils s'est barré de chez eux pour se retrouver dans la chambre de Justin. Sauf que ça s'est pas bien passé du tout. La mère d'Alex est devenue complètement folle, elle a crié, elle a même ri au nez des parents et elle les a complètement foutus dehors. Justin nous dit que ses parents ne veulent pas arriver jusqu'au point où il faut appeler la police et étant donné qu'Alex n'est qu'un enfant, ils se disent que bon c'est pas si grave que ça et ils partent. Quelques nuits plus tard, Justin il l'entend frapper à sa fenêtre et il sait pertinemment que c'est Alex. Sauf qu'il avait prévu le coup, il avait fermé les stores, donc il l'entend mais il le voit pas. Il décide de ne pas lui répondre et il nous dit que pendant 5 minutes, Alex va frapper à sa fenêtre en continu. À un moment donné, il va même entendre la poignée de la fenêtre et il se dit que cet enfant est fou. Il est en train d'essayer d'ouvrir sa fenêtre pour rentrer chez lui. Néanmoins, il a pas répondu et les coups ont fini par cesser. Quelques jours plus tard, Justin il joue avec Dan et un autre de ses amis et comme à leur habitude, ils faisaient du vélo dans le pâté de maison. Et bien sûr, quand ils sont passés devant la maison d'Alex, ils l'ont vu courir à la fenêtre, sauf que cette fois-ci, il s'est contenté de les regarder. Il est resté fixe, il regardait droit devant lui sans aucune expression. Et encore une fois, Justin, il se sent pas du tout à l'aise. Cette même nuit, il se réveille à cause d'un bruit assez bizarre. Et encore une fois, c'est sa fenêtre. Sauf que le bruit qu'il entend, c'est pas des coups, c'est pas quelqu'un qui toque. C'est sa fenêtre qui explose. À ce moment-là, il voit Alex grimper par sa fenêtre, il passe à travers les stores qui étaient fermés et il se rend compte qu'il vient de lui exploser sa fenêtre. Directement, il se lève, il court dans la chambre de ses parents et quand son père arrive dans la chambre, il voit Alex en train de se barrer. Finalement, il va sortir et le poursuivre dans la rue jusqu'à le choper et le ramener chez ses parents. Justin, il sait pas ce qui s'est passé plus tard, mais il sait qu'il a plus jamais entendu parler de Justin et que son père a sûrement dû leur expliquer que c'était la police qui allait s'impliquer dans pas longtemps s'ils arrêtaient pas. Il nous dit aussi que les parents d'Alex ont dû payer la fenêtre et qu'ils
qu'il n'a plus jamais entendu parler d'Alex. Il nous dit que quelques temps plus tard, cette famille a finalement fini par déménager. En fait, il pense qu'Alex avait une fixation sur lui et qu'à un moment donné, il allait en arriver à le tuer ou au moins à l'attaquer. Et qu'en fait, il était jaloux qu'il traînait avec Dan et d'autres amis et que c'était à chaque fois qu'il les voyait ensemble qu'il s'introduisait chez lui dans la nuit. Justin nous dit aussi que c'est une histoire qui date d'il y a quelques années et qu'il a un petit peu peur de savoir ce qu'Alex est devenu en tant qu'adulte. La quatrième histoire est clairement un de mes cauchemars. Voilà, c'est le truc, si ça m'arrive, franchement, je sais pas comment je réagis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Et cette histoire s'est déroulée en 2018, plus précisément en hiver. John ainsi que sa copine Claire ont pris une semaine de congé pour partir dans une petite station balnéaire au Mexique. Il nous dit qu'ils ont fait ça pour échapper au froid de là où ils habitaient, et qu'en plus l'eau là-bas elle est cristalline, le temps est parfait, donc vraiment c'est des petites vacances de rêve. Il nous dit aussi que l'hôtel était extrêmement abordable, et qu'en fait ils ont payé un forfait tout compris pendant 7 jours. John nous dit que les 2 premiers jours, ils se sont détendus, ils ont fait tranquille, ils ont fait off, et surtout ils ont profité du forfait boisson illimitée. Très honnêtement, je ne suis jamais retourné dans un truc boisson illimitée depuis que je suis devenu majeur et donc que j'ai l'âge de boire, et je pense que le jour où ça arrivera, je fous le pays en question en faillite niveau alcool. John il nous dit que s'il sort de l'hôtel, il se retrouve très rapidement dans la jungle ou sur des routes vraiment très mauvaises. Il nous dit donc qu'il a dû prendre une navette privée le 3e jour jusqu'au lieu de la location de voiture, et qu'en arrivant là-bas, le chauffeur de la navette les a avertis de ne surtout pas s'éloigner de la côte. Il leur a pas dit pourquoi, il leur a juste expliqué qu'il y a plein de zones dangereuses. Et il nous dit que le lieu de la location de la voiture était dans une petite ville à environ 10 km de leur hôtel. Du coup il commence à rouler, il nous dit qu'il va retrouver un chemin de terre dans une zone où c'est vraiment la jungle, et un petit peu curieux et aventurier, ils vont décider de la traverser histoire de voir où elle va. Et là vraiment ils kiffent leur vie. Sauf qu'à un moment donné, Claire elle lui dit qu'elle a trop peur qu'ils salissent la voiture et du coup qu'ils vont avoir des frais supplémentaires, et du coup elle lui demande de prendre un virage à un moment donné et de revenir sur la route principale. Et juste avant de tourner sur cette route, ils se font arrêter par 3 hommes qui se mettent devant la route et qui sortent vraiment de nulle part de la jungle. Du coup notre ami il arrête la voiture, il baisse un petit peu la vitre et forcément il y a un des hommes qui s'approche de la fenêtre et qui commence à lui parler en espagnol. Directement il lui dit no hablo espagnol, et c'est là que les choses vont commencer à s'échauffer un petit peu. L'un des hommes qui était avec eux va s'approcher de la fenêtre de Claire et va frapper sur la porte. John il lui dit de surtout pas baisser la fenêtre, et le gars qui était à sa fenêtre commence à lui demander de l'argent, et il voit que le 3e homme il vient aussi vers sa fenêtre. Sauf que lui il sort un énorme couteau de sa poche. Dès qu'il voit ça, John il a un réflexe de ouf, il ferme la fenêtre, il met la première et il accélère, il fonce dans le tas. Il nous dit que la voiture elle a fait un bond, genre elle a décollé, et les 3 hommes qui étaient à l'arrière ils commencent à crier et à lui courir après. Sauf que lui il est en train de bombarder et de toute évidence ils vont pas pouvoir le suivre en courant. Il nous dit qu'à ce moment là il a le cœur qui palpite, vraiment il est dans un stress fou, et il nous dit qu'il a pas lâché l'accélérateur jusqu'à ce qu'il soit sur la route principale. Après ça clairement ils avaient plus trop envie de rouler, du coup ils décident de laisser la voiture sur un parking et de prendre une navette pour retourner à leur hôtel. Ils expliquent qu'ils voulaient pas encore rendre la voiture parce que la location était pas terminée et surtout que c'était pas très cher, donc du coup ça les dérangeait pas de prendre un jour de plus. Et du coup le lendemain matin on leur a conseillé d'aller voir un endroit qui est absolument magnifique, et du coup ils ont repris la navette, ils sont retournés à leur voiture et ils ont repris un chemin un petit peu de jungle pour se rendre dans ce fameux endroit. Ils ont suivi les instructions que l'hôtel leur avait données, qui étaient de prendre un chemin de terre et de rouler jusqu'au bout jusqu'à ce qu'ils tombent dans ce fameux endroit. Et quelques mètres plus loin, effectivement ils arrivent, ils mettent le frein à main et ils sortent. Il nous dit qu'il a réussi à trouver l'endroit sans problème, mais que étonnamment, ils étaient absolument tout seul. Genre c'était un truc touristique mais il n'y avait pas d'autres touristes. Du coup ils décident de suivre les panneaux et ils arrivent dans un sentier panoramique absolument magnifique. Il nous dit que c'était une expérience qui était vraiment incroyable, mais que malheureusement ça a très vite été gâché quand ils ont commencé à avoir l'impression d'être observés. Il nous dit qu'il a littéralement entendu derrière lui des buissons bouger et des bruits de pas, et qu'à un moment donné ça venait vraiment de tout autour de lui. En plus il est dans la jungle, donc du coup il y a des bruits absolument partout, et il dit à Claire viens on continue à marcher un peu plus loin. Il continue à suivre les panneaux, et là de nulle part il y a un homme qui sort encore une fois des buissons et qui lui parle en espagnol. Encore une fois il lui répond no hablo espagnol, et finalement le mec lui explique en anglais que lui il sait exactement où il faut aller. Du coup Claire et John ils se regardent un petit peu nerveusement et ils se disent bon on espère que c'est pas une autre embuscade, et finalement ils vont quand même suivre l'homme. Sauf que directement ils se rendent compte que le mec les suit dans une direction complètement opposée à celle qu'ils avaient pris originellement. Et en fait ils se rendent bien compte qu'ils passent à côté des panneaux mais qu'ils vont pas du tout dans la même direction. Claire elle tape discrètement sur l'épaule de John et elle lui fait signe de regarder dans sa poche arrière. Et effectivement, dans sa poche arrière, en dessous de son t-shirt, il y a un énorme couteau. John, il la regarde discrètement et lui dit « Cours ».
John, encore une fois, il a un réflexe de ouf, il pousse le mec d'un côté et il court dans le sens inverse avec sa copine et il dit que heureusement le mec s'est un peu cassé la gueule, le temps qu'il se lève et qu'il les course, ils étaient déjà très loin. Finalement, ils arrivent à monter la côte, à arriver à leur voiture et encore une fois, il y a 3 mecs qui sortent du chemin et qui essaient d'ouvrir la porte de leur voiture. En voyant qu'ils n'y arrivent pas, ils commencent à taper sur les vitres en essayant de les casser, mais heureusement la vitre n'a pas cédé, il a réussi à mettre le contact et à se barrer. Claire, elle est en pleurs à côté de lui et lui honnêtement il nous dit que c'est pareil, il a envie de chialer. 2 jours plus tard, ils finissent par ramener la voiture au magasin de location, il nous dit qu'ensuite il est retourné à l'hôtel et que là ils sont directement retournés aux États-Unis. Il nous dit aussi qu'ils ont averti le personnel de l'hôtel qu'ils ont été attaqués plusieurs fois et il nous dit que depuis il n'est plus jamais retourné au Mexique. Il nous explique que les zones où il est allé, c'est des zones qui sont censées être extrêmement sûres, c'est des zones où il y a plein de touristes qui y vont et d'habitude dans ce genre d'endroit, il n'y a pas trop de problèmes et que du coup t'es pas forcément en sécurité juste parce que t'es un touriste et que t'es au bon endroit. Le prochain thread est une histoire qui nous est racontée par Nicolas et il nous dit directement que c'est une histoire qui est un petit peu paranormal. En fait, vous allez voir que c'est très difficile à expliquer ce qui lui est arrivé et pour une fois, c'est pas un truc du style il y a des chaises qui ont bougé ou la table qui a commencé à léviter. Non, là, il s'est vraiment passé un truc très étrange et c'est vraiment une mécanique que je n'ai encore jamais vue dans les threads. Du coup, Nicolas, il commence directement par nous expliquer qu'il faut pas le juger, mais qu'il a une passion, c'est d'aller tout seul au cinéma. C'est excellent de pouvoir passer un peu de temps avec soi-même, je suis totalement d'accord avec lui. Il nous dit qu'il avait un horaire de travail assez difficile, mais que heureusement, les soirs en semaine, il travaillait pas. Et du coup, un mercredi soir assez orageux, il se dit qu'il y a très peu de gens qui risquent d'aller au cinéma à cause de la météo et du coup il nous dit que c'est exactement ce que lui va faire parce que c'est quelqu'un qui aime pas trop les foules et il essaie d'éviter au maximum les gens. Il nous dit que l'histoire s'est déroulée en 2017 et qu'il allait voir un film pas très connu. Il nous dit que vraiment le truc il l'a trouvé dans le fin fond du site du cinéma et qu'il avait aucune idée de ce que c'était mais il s'en foutait, lui il voulait juste aller regarder un film. Et effectivement en arrivant dans la salle, le film n'est pas très connu étant donné qu'il est tout seul dans le cinéma. Genre il a toute la pièce pour lui tout seul. Du coup il nous dit qu'il a choisi le meilleur siège, c'est-à-dire central tout en haut mais pas trop en haut non plus, et qu'il a posé ses pieds sur le siège avant et il s'est mis tranquille. Il nous dit qu'environ 20 minutes après le début du film, il a remarqué que quelqu'un d'autre arrivait dans la salle. Étant donné que la salle était vachement sombre, il remarque juste qu'il y a quelqu'un qui rentre mais il voit pas qui c'est ni si c'est un homme ou une femme. Il voit juste une espèce d'ombre passer. Il nous dit qu'il voit cette fameuse personne marcher, choisir un siège et s'asseoir. Il nous explique aussi que le mec est beaucoup plus bas que lui et du coup il voit rien d'autre que la fin de sa tête. Sauf que là déjà il nous dit le setup est bizarre parce que le mec il regarde pas l'écran. Genre il est assis mais d'une manière où il regarde vraiment genre la porte mais pas l'écran. Encore une fois, on est dans un cinéma, donc dans le noir, t'imagines des trucs qui sont pas forcément vrais. Il arrive pas trop à savoir ce que le gars est en train de faire, et puis il s'en fout pas mal, hein. Lui il veut juste regarder son film tranquillement, et il nous dit que tout d'un coup, il y a un moment donné où il y a une scène très lumineuse dans le film, et du coup, toute la pièce est devenue plus claire, et surtout elle est devenue assez lumineuse pour qu'il puisse regarder qui était cette personne. Il nous dit déjà que la personne avait un visage assez pâle. Il était assez inexpressif, il avait l'air assez jeune, et il n'arrivait pas trop à dire si c'était un homme ou une femme avec des cheveux courts. Néanmoins, il remarque que la personne ne va pas forcément très bien. Il peut juste le lire sur son comportement et son visage, il y a quelque chose qui tourne pas rond avec cette personne. Sauf que c'est quelqu'un d'assez introverti, du coup il a pas trop envie d'aller le voir et il continue à regarder le film. À ce moment-là, l'écran redevient beaucoup plus sombre, donc ils sont à nouveau plongés dans le noir, et à ce moment-là, la personne s'est complètement baissée derrière son siège, de sorte à ce qu'on puisse plus voir où il est. Et là, notre ami, il commence à avoir un gros coup de flip. Il sait plus du tout où est la personne dans le cinéma, et il nous dit qu'il arrivait même plus à se concentrer sur son film. Et vraiment, il regarde un peu partout pour savoir où est cette personne, et au fur et à mesure du temps, il commence un petit peu à oublier, et il se remet dans son histoire. Et ce, jusqu'au moment où il y a une scène du film qui est à nouveau beaucoup plus claire, et en éclairant le cinéma, il remarque que cette personne est réapparue sur un siège beaucoup plus proche de lui. Cette fois-ci, il nous dit qu'il était pas à l'autre bout du cinéma, mais qu'il était vraiment 3 rangées juste devant lui. En plus, à ce moment-là, il est dans une scène du film qui fait un peu flipper, il y a des cris de partout, il y a des musiques d'horreur, donc vraiment, il est pas bien du tout. Et encore une fois, il essaie de regarder le visage et il remarque que la personne, elle a vraiment l'air sans vie. Elle est toute blanche, elle a les yeux complètement immobiles, et elle bouge pas, elle est vraiment fixe en train de regarder dans le vide. Néanmoins, comme la personne est plus proche, il remarque que c'est un homme, et vraiment, il nous dit que le setup est trop bizarre, et il décide de se lever et il se barre du cinéma. Bien sûr, en passant devant sa rangée, il va discrètement tourner la tête pour regarder qui c'est. Il nous dit que ce qu'il a l'impression de voir, c'est juste une tête. Y a pas de corps avec. Il sort directement du cinéma, il est assez paniqué, il se demande ce qu'il vient de voir. Au final, il décide de faire quelques recherches sur son ordinateur et il va chercher personne disparue dans sa région. Et là, il a trouvé quelque chose. Après avoir parcouru une liste de personnes disparues dans sa région, il a trouvé la photo d'un garçon de 17 ans qui s'appelait Donald Watkins, qui avait disparu 1 mois avant dans les environs, et quand il voit la photo, il est terrifié. La personne qu'il voit sur son ordinateur,
c'est la personne qu'il a vue dans le cinéma. Est-ce que la personne disparue a été retrouvée? Est-ce qu'il a vu un fantôme? Est-ce que c'est son cerveau qui lui joue des tours? Il veut en être sûr et du coup il va appeler le cinéma, il va expliquer ce qui s'est passé et il va leur demander de vérifier leur caméra de surveillance. Sauf que malheureusement, le cinéma ne lui a jamais répondu. Il ne saura jamais s'il y avait vraiment quelqu'un avec lui dans cette salle ce jour-là. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il a vu quelque chose de bizarre et que cette personne ressemble comme deux gouttes d'eau à quelqu'un qui a réellement disparu depuis déjà un mois. Maintenant, c'est à vous de décider, est-ce qu'il a vu quelque chose de paranormal? Est-ce que c'est explicable? Est-ce que c'est son cerveau qui lui a joué des tours? En tout cas, moi je trouve que c'est une expérience qui est assez bizarre. Sachant que déjà, un cinéma vide tout seul avec un film qui fait un peu flipper, je pense que je serais pas capable de le faire. Et au final, peut-être que si, parce que je suis quand même allé tout seul dans un cimetière pour faire une chasse aux fantômes. Donc, et autant vous dire que je me suis autant chié dessus que notre ami, à mon avis. Oh la vache, j'ai cru voir quelqu'un. La prochaine histoire nous est racontée par Marc. Il nous dit qu'il habitait en Virginie au moment des faits et que sa maison était à quelques mètres de celle de ses parents. Il nous dit que ses parents ont tous les deux la soixantaine et elle nous dit que sa mère depuis peu a un comportement assez étrange. En fait, parfois elle va rentrer chez lui sans y être invitée et il nous dit que malheureusement il lui a donné les clés. Donc maintenant il se retrouve un petit peu ennuyé parfois quand il veut ramener du monde parce que des fois sa mère elle est là alors qu'il n'était pas invité. Il nous dit aussi parfois que ça lui arrive de sortir très tard le week-end et que parfois quand il rentre chez lui à peut-être minuit ou 1h du matin, il y a sa mère qui l'attend assise dans le salon et en gros elle lui fait la morale parce qu'il est sorti trop tard. Il nous dit aussi que c'est très difficile pour lui de lui demander de changer ou de ne plus venir chez lui parce que sa mère est quelqu'un de très difficile. Il nous dit qu'elle est extrêmement inquiète et que clairement t'auras beau lui dire de ne pas venir, elle viendra quand même. En plus de ça, il nous dit que c'est une femme qui souffre de démence légère et donc c'est encore plus difficile de pouvoir discuter avec elle. Il nous dit que tout a commencé un samedi soir, il était environ 2h du matin et il était dans un club voisin avec un groupe d'amis de l'université. Il nous dit qu'à cette heure-ci, il allait rentrer chez lui et qu'en sortant de la boîte de nuit, il a marché 3 pâtés de maison et qui s'est vite retrouvé du coup devant sa maison. Il va chercher ses clés, il s'approche de sa porte et lorsqu'il essaie de l'ouvrir, il se rend compte que celle-ci est déjà déverrouillée. Donc du coup il se dit encore une fois ma mère est là, elle va m'attendre dans le noir sur le canapé et je vais encore me faire engueuler. Il pose les clés sur le comptoir et il s'attend à voir sa mère, sauf qu'à son grand étonnement, il y a personne. Néanmoins, il y a une note écrite avec une boîte et sur la note, il y a simplement écrit « Tu as oublié ça chez nous, il y a une boîte de gâteaux à moitié mangée, nous on n'en veut pas, garde-la. » Du coup, il se dit « Ok, c'est sympa, néanmoins la porte elle était quand même ouverte. » Donc c'est que ma mère elle est à l'étage. En fait il nous dit que parfois quand elle est trop fatiguée, elle va dormir dans la chambre d'amis. Et effectivement il entend marcher à l'étage dans cette fameuse chambre d'amis et il se dit ok bon je vais aller lui dire de dormir et ensuite je vais aller moi-même me coucher. Sauf que honnêtement ça le saoule. Il a 27 ans, il est presque 3h du matin et sa mère elle est encore allée chez lui alors qu'elle devait pas le faire et elle attend qu'une chose, c'est qu'il monte pour lui parler comme un gosse. Sauf que quand il monte à l'étage, il ouvre la porte de la chambre d'amis et celle-ci est complètement vide. Il ouvre alors la porte de la salle de bain et pareil, complètement vide. Le problème c'est que sa mère elle a des épisodes de démence et parfois elle est capable de faire des trucs assez incompréhensibles comme de s'enfermer dans une chambre. Du coup il commence à stresser et il se dit mince, peut-être que ma mère elle est vraiment en train de faire un truc pas cool du tout, donc il va chercher son téléphone et il appelle son père. Après 4 sonneries, il répond mais avec une voix vraiment très fatiguée. C'est normal, il est 3h du matin. Il lui dit directement qu'il a entendu sa mère qui se promène à l'étage et qu'il aurait besoin de lui parce qu'elle est probablement enfermée dans une chambre. Sauf que là, son père il marque une grosse pause et il lui dit c'est impossible. Ta mère, elle est à côté de moi en train de dormir. Au même moment, il tourne la tête tout doucement et dans l'obscurité de l'étage, il voit la tête de quelqu'un qui le regarde au fond du couloir. Il court vers la porte d'entrée, il descend et il va directement à la maison de ses parents et il explique à son père qu'il y a quelqu'un chez lui. Son père directement, il a le réflexe d'appeler la police. 2 voitures de police vont arriver chez lui. Il nous dit que 15 minutes plus tard, ils vont finalement ressortir en leur disant qu'il y a absolument personne. Ils lui disent aussi que vraiment il y a rien à signaler, il y a rien qui a été volé ou cassé, à part que la porte avait été laissée déverrouillée. Marc il nous dit qu'il va vraiment pas se sentir en sécurité en dormant dans cette maison et du coup il va même décider de retourner chez ses parents pour dormir chez eux. En fait il pense que sa mère quand elle est venue, elle a juste oublié de verrouiller la porte et il pense que quelqu'un est passé par là et est juste rentré quand c'était déverrouillé. Il nous dit que depuis ce moment-là, il y a des nuits où il est complètement parano et il pense qu'il y a encore quelqu'un chez lui et jusqu'à ce jour, il est persuadé que cette fameuse personne habite réellement chez lui et qu'elle se cache quelque part dans ses murs parce qu'il est quasiment persuadé d'être observé toutes les nuits. Et c'est la fin de ce thread malheureusement. Pour l'instant on n'a pas encore eu d'update, si on a je ferai sûrement une partie 2, mais pour l'instant Marc n'a pas encore été attaqué ou n'a pas encore vu cette personne.
Et les amis, la dernière histoire nous est racontée par Arnaud. Arnaud nous explique que son ex-petit ami et lui avaient une relation assez explosive. Ils se prenaient très souvent la tête et qu'en réalité ils s'entendaient pas vraiment très bien. Il nous dit que tout s'est déroulé lors d'un week-end quand il était en montagne avec sa petite amie et qu'il avait prévu avec elle de faire du tourisme et de la randonnée parce qu'il pensait que ça allait pouvoir améliorer la situation. Ils sont donc arrêtés dans un hôtel, sauf que malheureusement ils se sont encore une fois pris la tête. Du coup elle l'a foutu dehors et il s'est retrouvé à devoir trouver une nouvelle chambre pour passer la nuit. Et heureusement en bas de cet hôtel il y avait un motel. Sauf que ce motel en bas c'est 150 € la nuit. Combien ? Et là il va tomber sur un autre motel qui est un petit peu plus délabré mais qui propose des nuits à 50 €. Du coup il va prendre une chambre là-bas et quand il se dirige vers sa porte, il se rend compte que la chambre juste à côté est ouverte. En passant, il regarde discrètement à l'intérieur et il voit qu'il y a personne dans la chambre, qu'il y a juste une télévision avec un écran bleu. Il se dit qu'il y a sûrement quelqu'un qui est parti chercher quelque chose dans sa voiture et qu'en plus c'est super mal poli de regarder dans la chambre des autres, donc il se concentre sur la sienne, il ouvre la porte et il rentre à l'intérieur. Il nous dit que sa chambre était assez modeste, mais pour le prix qu'il a payé, franchement c'était pas si mal que ça. Et étant donné qu'il était pas trop fatigué puisqu'il venait juste de s'engueuler avec sa copine, il a décidé d'allumer la télévision, de se foutre sur le canapé et de s'occuper en regardant la télé et en jouant à des jeux vidéo sur son téléphone. À un moment donné, il va entendre un bruit assez étrange, comme si quelqu'un était en train de frapper sur quelque chose. Au début, il pense que le bruit il vient de la télévision. Du coup, il l'éteint. Ils se rendent alors compte que c'est pas la télé, mais que c'est la chambre d'à côté. Du coup, il se dit, ou soit il y a quelqu'un de l'autre côté de la chambre qui s'est énervé, soit c'est juste la télé de la chambre d'à côté qui fait du bruit, mais en fait, il nous dit que c'était plutôt bien isolé, donc du coup, il entendait pas énormément. Au final, il va décider de se foutre dans son lit pour essayer de dormir, sauf que là encore, il y a un énorme bruit sur le mur, comme si quelqu'un tapait dessus. Encore une fois, il trouve ça bizarre, donc il va se lever de son lit, il va s'approcher du mur, et il va essayer d'entendre ce qui se passe de l'autre côté. Et effectivement, il nous dit qu'il y a bien quelqu'un de l'autre côté qui est en train de taper ou de donner des coups de poing dans quelque chose. Et là, il se dit, ça se trouve, il y a vraiment quelqu'un qui est en danger de l'autre côté, donc il porte ses coronesses, il sort de chez lui, il va dans la porte à côté, il toque, et là, la chambre s'ouvre. Tout simplement parce que la porte était déverrouillée et en plus elle était ouverte. Du coup il voit juste une petite ouverture dans la porte et il demande s'il y a quelqu'un et s'ils ont besoin d'aide, sauf qu'évidemment il n'y a pas de réponse. Du coup il décide de pousser la porte pour l'ouvrir et remarque qu'il y avait une salle de bain avec la lumière complètement éteinte et en rentrant dans la pièce il regarde à droite à gauche et il se rend compte qu'il y a personne. Notre ami il est assez confus parce qu'il vient quand même d'entendre des bruits de quelqu'un qui marchait et qui tapait. Néanmoins il remarque quelque chose. Sur cet écran il y a une note qui est collée. Et quand il la prend, il y a écrit dessus « Regarde sous le lit ». Pris de panique, il laisse tomber la note, il court hors de la pièce et il rentre dans la sienne. Il s'est bien assuré de verrouiller la porte et il s'est foutu directement dans son lit et envoyé un texto à sa copine pour lui dire qu'il y avait un truc vraiment très bizarre qui était en train de se passer. Du coup, sa copine elle décide quand même de l'appeler et il lui explique directement toute l'histoire. Et alors qu'il est en train de lui parler, il y a un coup sur le mur qui retentit à nouveau dans la chambre d'à côté. Du coup, il décide de mettre sa copine sur haut-parleur et effectivement, elle confirme qu'elle aussi, elle entend quelqu'un frapper sur le mur. Notre ami décide de sortir de sa chambre et de courir directement à la réception pour pouvoir récupérer son argent et se barrer. Au passage, il dit au gars de la réception qu'il y a quelqu'un dans la chambre d'à côté qui est vraiment très étrange. Du coup, le réceptionniste regarde sur son ordinateur et il lui dit « C'est impossible. Il y a personne qui a loué la chambre à côté de chez vous. » Notre ami il trouve la situation vraiment étrange et il décide, accompagné du réceptionniste, d'aller devant cette chambre et de voir qui est à l'intérieur. En arrivant devant la porte, il remarque que celle-ci est totalement verrouillée et en rentrant à l'intérieur, la télé est éteinte, la pièce est totalement sombre et même la note qu'il avait laissée sur la télé a disparu. Le réceptionniste a alors refusé de lui rembourser ses 50 $, et notre ami nous dit que clairement il s'en fout, hein, lui tout ce qu'il voulait c'était se barrer, et il nous dit que cette histoire lui a même permis de pouvoir redormir avec elle parce que vraiment ils ont tous les deux flippé cette nuit-là. Encore aujourd'hui, il sait pas vraiment ce qu'il a vu dans cette chambre, il sait pas ce qui s'est passé, il sait pas non plus qui ou quoi était sous ce lit, mais clairement il a pas envie de le savoir, et c'est sur cette fin assez étrange que se termine ce dernier thread d'horreur. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et en attendant on se retrouve dans une prochaine ou une ancienne vidéo. Je vais m'évanouir dans 2 secondes parce que clairement il faut que je mange, là j'en peux plus. En attendant, prenez soin de vous, c'était Julano, ciao.